Donc, jusqu'à présent, on a parlé du lancer de rayon. En ce sens qu'on a vu comment intersecter un rayon avec des primitives. Donc, je vous ai dit, hein, dans un jeu vidéo, vous n'allez pas faire de la CSG. Dans un jeu vidéo, ça se trouve, vous n'allez pas faire de forme implicite. Vous n'allez pas écrire une thèse sur les structures accélératrices. Alors, il y a quelques années, je n'aurais pas dit ça. Maintenant, voilà, c'est les retours qu'on a hein, sur des personnes qui ont fait des beaux travaux hein, dans l'équipe. Je pense notamment à Frédéric Morat, qui a fait un très beau travail sur les ombres et qui utilise des structures comme ça, un peu différentes. Maintenant, voilà, les structures accélératrices, il est, à mon avis, hein, à mon humble avis, et bien que ce soit à mon avis personnel, c'est une impasse de se dire que le côté performance, voilà, sur les structures accélératrices est une spécialité. C'est un petit ingrédient qui fait partie des compétences à avoir en informatique graphique, mais en aucun cas un plat de résistance. Donc après, il y a l'éclairage. Alors là, l'éclairage, vu que l'éclairage gouverne l'apparence, forcément, c'est un univers assez large. Bon, voilà, c'est un cours qui est assez pointu, hein, mais vous allez voir, c'est là où il y a les choses les plus intéressantes, à mon avis, hein, qui se passent en termes de complexité. Bon, je ne sais pas comment vous prenez la complexité. Je ne sais pas si je vous ai parlé un peu de mon parcours. Personnellement, je crois que la complexité est une bonne chose à avoir dans une thématique, en ce sens que si vous n'avez pas de complexité, vous êtes très vite amené en fait à devenir manager, ou plutôt à vouloir le devenir. Et de deux choses l'une, soit vous êtes nul et vous le devenez, et ça ne va pas très bien se passer socialement, pour beaucoup de raisons. Soit vous êtes bon et vous le devenez, mais voilà, dans ce cas-là, pourquoi deviendriez-vous manager si on voit que vous êtes bien à votre place? Je referme cette parenthèse très subjective, juste voilà, en vous disant que voilà, pour moi, la complexité et la profondeur technique est importante parce que ça veut dire que vous avez des années et des années en perspective de choses intéressantes à voir dans votre carrière. Vous jouez pas, autrement dit, vous ne jouez pas avec très peu de cartes dans les mains. Hein. C'est un peu comme quand on part, je ne sais pas moi, en week-end ou en vacances et qu'on a pris finalement très peu de choses avec nous et on ne sait pas ce qu'on va faire. Alors que si on a beaucoup de choses intéressantes à faire, on est très content. Donc voilà, l'éclairage est un ingrédient qui est, je crois, plein de bonnes choses à apprendre, à faire, etc. Donc l'éclairage, en quoi ça consiste? On va rapidement passer sur les concepts du transport lumineux. Alors, on ne va pas décortiquer ces concepts parce qu'il y a toujours un moment où on s'en mêle les pinceaux. Alors, dans l'éclairage, la règle, c'est il faut se donner les moyens de bien comprendre les choses. C'est-à-dire que s'il y a un moment où vous vous intéressez à la théorie, c'est maintenant. Vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas donner priorité au code, pas là. C'est suicidaire de le faire. Vous êtes obligé de mettre tout sur la théorie. Si jamais vous faites l'impasse sur la théorie, ça ne peut pas fonctionner. Et il sera extrêmement difficile, une fois que vous aurez quitté la fac, alors ça, je sais de quoi je parle, c'est une certitude, hein, je n'en parle même pas de manière subjective, il sera extrêmement difficile, une fois que vous aurez quitté la fac, de remonter la pente, d'accord, si jamais vous avez fait l'impasse sur le côté théorique. Le côté théorique est quand même assez pointu, et c'est un moment où vous pouvez avoir envie de poser des questions à des profs.
C'est un moment où vous pouvez avoir envie de poser des questions à d'autres étudiants. Là où poser des questions à des collègues en entreprise, ça ne marche pas. Hein. Vous ne pouvez pas poser des questions comme ça à longueur de journée parce que vous n'avez pas compris quelque chose. Pas dans un monde ultra compétitif où tout le monde regarde son chemin dans la société. Il me semble. Donc, c'est mieux, on va dire, c'est mieux de le faire à la fac qu'après. Ne tirons aucune conclusion, mais disons, voilà, on peut dire que c'est mieux. C'est mieux de le faire maintenant. Donc, moi, je ne l'ai pas fait ça il y a longtemps parce que je n'ai pas eu une formation sur l'éclairage. Je l'ai faite, cette formation sur l'éclairage, quand j'ai fait ma thèse avec mon doctorant. Lui non plus n'était pas bon dedans. J'ai eu de la chance parce que j'étais très motivé et lui aussi. On a tout appris sur le tas, mais ça m'a montré que voilà, si j'avais appris ça lors de ma formation initiale correctement, j'aurais économisé une énergie phénoménale. En tout état de cause, pour les boulots qui sont liés à l'éclairage, si vous n'avez pas des preuves solides que vous maîtrisez votre affaire, c'est non. Et ça le restera. Donc ça, je l'ai vu à Microsoft. À Microsoft, il y avait des équipes qui faisaient de l'éclairage dans mes équipes, dans notre département. Et donc, c'est voilà, c'est non tout de suite. Vous pouvez vous mettre à la programmation GPU après coup. Vous pouvez faire certaines choses après coup. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire après coup. Mais par contre, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qui sont considérées comme bloquantes. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres. Donc, en quoi consiste l'éclairage? Le transport de la lumière, les matériaux, le rendu, on va tout passer en revue. Donc, je vous rappelle que la chose qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est qu'on a intersecté des rayons avec une scène. Hein, vous vous souvenez, on a pris les positions les plus proches, etc. On a réussi à calculer la normale, mais jusqu'à présent, on n'a jamais parlé de couleur, quoi. On n'a pas parlé de lumière et on n'a jamais parlé de couleur. Pourtant, on sait très bien que la couleur, c'est ce qui va rendre les choses extrêmement belles. Alors, pour deux raisons. Premièrement, si vous avez une surface poreuse très belle, comme par exemple de la pierre blanche, il est évident que vous n'allez pas avoir des milliards de polygones pour faire tous les petits trous. Donc, c'est une affaire d'éclairage. Hein, c'est une affaire d'éclairage et d'algorithme centré pixel. Vous êtes d'accord? Aucun algorithme ne va marcher avec les milliards de polygones qui constituent le moindre petit trou à l'intérieur d'un pixel. Donc, il est évident que la couleur d'un seul pixel est une considération pleine et entière. Ensuite, vous pouvez faire l'analogie sur les textures. Si vous prenez un objet avec très peu de polygones et vraiment très moche, et si vous faites le rendu en une seule couleur, l'objet il est absolument dégueulasse. Vous êtes d'accord? Si maintenant vous mettez des textures dessus, juste une texture, hein, pas d'effet supplémentaire, juste des textures bêtes, vous êtes d'accord que vous allez obtenir un rendu qui est considérablement meilleur. Pourtant, la texture, c'est juste une affaire d'algorithmique à l'intérieur d'un pixel. Et pour cause, si vous prenez la valeur de l'intensité de la texture sur chaque pixel bêtement, vous allez avoir un rendu, certes, assez beau, mais si vous prenez la moyenne des intensités dans un pixel, d'accord? Si vous prenez la moyenne des intensités dans un pixel, c'est-à-dire si vous faites astucieusement l'éclairage, vous allez obtenir un rendu qui est vraiment très beau, notamment à faible niveau de zoom, notamment quand les objets sont éloignés et quand à l'intérieur du même pixel, vous avez beaucoup de textures. Si vous êtes donné les moyens de calculer les choses correctement à l'intérieur d'un pixel, vous avez fait un pas gigantesque en avant. Et le problème de l'éclairage, c'est ça. Le problème de l'éclairage, c'est tout le rendu qui se fait à l'intérieur d'un pixel et qui ne se fait plus avec de la géométrie explicite. C'est pour ça que c'est un problème qui est énorme. Et c'est pour ça que on lui accorde une importance particulière. Alors, comment on fait pour prendre en compte donc cet éclairage? Voilà.
Donc là, vous voyez, là, j'ai une sphère. Alors, je ne sais plus quelle matière on avait dit que c'était. On avait donné un nom à quelque chose de plausible. Hein. Je ne sais plus ce que c'était. Vous voyez, il y a du blanc et il y a du gris. Hein. C'est quand même assez subtil. Pourquoi un pixel, il est blanc à un endroit, il est gris à l'autre, quoi? Sachant que c'est le même matériau. Non, il n'y a pas de microgéométrie. Il n'y a pas des centaines et des centaines de milliards sur chaque petite cavité le long de cette sphère. Il n'y a aucun ordinateur qui pourrait générer une telle quantité de calcul. Donc, ça veut forcément dire qu'il y a des algorithmes qui font attention à la couleur suivant des méthodes et des modèles bien définis pour faire un affichage tel qu'il apparaît ici. Alors, on va passer en revue quelques notions. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je passe en revue ces notions, parce qu'il y a un but précis. Alors, quand vous regardez l'éclairage, vous allez beaucoup regarder de code sur Internet. Et donc, parmi le code sur Internet que vous allez trouver des moteurs graphiques qui sont connus, hein, notamment des moteurs open source. Il y a un moteur qui est particulièrement bien qui s'appelle PBRT. Hein, je vous le marque. Ça s'appelle Physically Based Rendering Technology, je crois. PBRT, hein, pbrt.org, je crois c'est. Donc c'est un moteur qui est utilisé. C'est un moteur qui est utilisé en recherche beaucoup. Il est bien hein, parce que il y a un truc que j'aime bien, c'est qu'il fonctionne sur GPU maintenant aussi. Hein. En gros, ils ont implémenté tout le code en C++ 14. Et en fait, maintenant, ils peuvent compiler le code tout simplement avec un compilateur CPU ou GPU. J'aime beaucoup cette approche, comme ça démystifie le côté GPU. Mais attention, ça vous dit une nouvelle fois que la spécialisation GPU, la spécialisation performance et la spécialisation forme peut être une impasse. Ça, je suis désolé d'insister là-dessus, mais il faut faire très attention à ça. D'accord ? C'est un cas d'école presque. Quand j'ai vu qu'ils avaient fait ça, je m'étais dit, mais bien sûr, il suffit de faire ça. Et c'est vrai que CUDA permet de faire ça. Donc, c'est un moteur de rendu et qui fait intervenir en fait toutes ces notions. Hein. Donc, PBRT, c'est un moteur de rendu qui définit les choses très proprement, de manière théorique, et qui code avec des structures qui mappent totalement sur les concepts théoriques. Donc, ça fait les choses dans les règles de l'art en bonne et due forme. Il n'y a pas d'optimisation, je dirais, d'informaticien. Tout est parfaitement propre et clair. Et il y a un livre qui est associé. Donc là, Hamza a donné le lien sur le chat public. Et c'est un livre qui reprend le contenu du cours. D'ailleurs, je crois qu'il y a deux ou trois trucs que j'ai pompés dedans. Et ça vous dit exactement voilà, comment prendre la problématique de l'éclairage, etc. Et alors, attention quand même au livre, parce que le livre, il fait 1200 pages hein, quand il est imprimé. Donc, je vais revenir à ce que je vous disais avant, là, il y a 10 minutes. Vous pouvez partir maintenant du cours. Vous pouvez. Vous pouvez réaliser 1 an après votre entrée sur le marché du travail que l'éclairage vous plaît. Puisque justement, il est complexe et que c'est très intéressant et que vous allez pouvoir vous défouler dedans. Mais à ce moment-là, vous n'aurez plus un prof pour vous expliquer. Et alors, le problème, c'est que PBRT, il fait 1200 pages. Et désolé, mais c'est vraiment un truc de dingue. Hein. Donc, pour moi, c'est vraiment un cas d'école où, attention, ne vous dites pas que la lecture d'un livre peut, en tout cas facilement, vous permettre de vous accrocher à cette thématique de l'éclairage si jamais vous avez souhaité ne pas l'avoir à la fac et au début de votre carrière sur le marché du travail. Je ne saurais que trop stresser ce point. Vous êtes avertis, hein, vous êtes avertis. Donc, je vous encourage à poser des questions. N'hésitez pas. Vraiment, vos questions sont les bienvenues. Donc voilà, donc on va commencer par le transport lumineux. On va voir un certain nombre de notions qui sont couvertes dans ce livre-là. Si vous avez ouvert les onglets, vous pouvez tout de suite les fermer, le PBRT, et je vous encourage encore une fois à écouter ce que je dis.
Donc, vous avez un flux lumineux qui est exprimé en watts. En fait, c'est la quantité de lumière qui est en gros émise par une source lumineuse. Alors, ça, vous connaissez cette unité, c'est les watts. Et ça s'exprime aussi en joules par seconde. C'est pas mal de parler en joules par seconde parce qu'on voit tout de suite qu'il y a une unité de temps. D'accord? C'est par unité de temps. La radiance. La radiance, un terme qui ne va plus vous quitter si jamais vous faites de l'éclairage, en recherche, et même de l'éclairage en entreprise. Film d'animation, jeux vidéo. Donc, la radiance, c'est la densité du flux lumineux par unité d'air. D'accord? C'est la densité de flux lumineux par unité d'air. Donc, c'est les watts par mètre carré. Pas sorcier. Les watts par mètre carré. On a rajouté un concept, c'est les watts par mètre carré. Tout ce que je vous dis, c'est des unités. Là, on le voit rapidement en cours. Ça va prendre quoi? Ça va prendre 20 minutes. Comme ça, si jamais après, vous voulez regarder les ressources sur Internet, tout de suite, vous aurez eu un premier aperçu. D'accord? Donc, c'est pour ça que je fais le cours. Donc, c'est la quantité d'énergie lumineuse par seconde, par exemple, et par mètre carré. Donc là, il n'est pas question du truc bleu, là. Il est question du truc rouge, où je considère une section dans l'espace qui est déterminée. Alors, on parle d'irradiance ou de radiance sortante quand vous arrivez sur une surface ou quand vous sortez. D'accord? Irradiance ou radiante excitance en anglais. Facile jusqu'à présent. Alors, regardez tout de suite là, un truc sympa. Regardez, on voit tout de suite que la quantité, enfin la radiance, elle diminue avec la distance. Parce que c'est les watts par mètre carré. Donc, si j'ai un point lumineux qui est là, qui est en balance de la lumière, plus je m'éloigne, en fait, là, j'ai tracé des sphères imaginaires. Plus je m'éloigne, en fait, de ce point lumineux, moins j'ai de radiance. D'accord? En un point donné, moins j'ai de radiance. Donc, forcément, le soleil, on arrive à le supporter parce qu'il est très loin. S'il était juste à côté, on ne le supporterait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Si la Terre était 2 fois plus proche de la Terre, du Soleil, on aurait 2 fois plus de rayons lumineux sur la figure. D'accord? Donc la distance régule la quantité de lumière que vous recevez. En un point, j'entends. Et ça, tout de suite, c'est du code. Tout de suite, c'est du code, vous verrez, c'est la distance au carré. Vous verrez ça dans le code. Et vous voyez ça dans le code quand vous regardez sur Internet. Alors, le truc typique, c'est que j'ai parfois, c'est hey, monsieur, j'ai pris un bout de code en fait que j'ai pompé et en fait, j'ai pas compris ce que ça faisait ni rien. Et puis, il y a un carré. Et j'ai pas compris ce que ça fait. Bah, c'est ça. Le carré, c'est ça. Alors après, il y a l'intensité. L'intensité, c'est la densité par angle solide. D'accord? Alors, angle solide, il y a 2 manières de le voir. Sur le plan, où là, en fait, vous voyez, ça, c'est un angle solide. Là, vous voyez, c'est une espèce de cône là, qui sort du point. Là. D'accord? La quantité, l'intensité, c'est la quantité de lumière qui passe là-dedans. Là. D'accord? C'est la radiance par angle solide. Et alors, un angle solide en 2D, ça s'exprime en radians, mais en 3D, sur une demi-sphère, ça s'exprime comment? Bah, ça s'exprime, ce n'est pas des radians dont on parle, c'est des stéradians. D'accord? Donc, en fait, le petit truc qui est courbe là, c'est des radians, mais en 3D, il y en a 2, en fait. Ça fait un espèce de patch, et on appelle ça des stéradians. Alors, ce n'est pas un vecteur, c'est une quantité. C'est une quantité autour d'une sphère. Et quand c'est tout le cercle qui est ici, là, ça fait pi, d'accord? Ou 2pi quand c'est partout autour. Et en 3D, si c'est une hémisphère, la totalité de l'hémisphère, elle fait 4pi stéradian. Donc, vous voyez, c'est bien scalaire. Donc maintenant,
on va essayer, parce que là, je vous ai parlé de stéradian et je vous ai parlé d'air. D'accord? Donc, la radiance. La radiance sur une aire, c'est l'intensité par rapport à une aire, cette fois. D'accord? Je fais intervenir l'air exprès. D'accord? L'intensité par rapport à l'air. Alors, ça vaut en fait, c'est la dérivée de l'énergie par rapport au stéradian. Et en fait, on arrive à cette formule-là. C'est la dérivée seconde du flux par rapport à la fois au stéradian et à l'air. Et alors, il y a un petit cosinus là qui intervient. Alors là, vous allez me dire, ah là, qu'est-ce que c'est que ce cosinus là? Qu'est-ce qu'il vient faire là? Parce que là, sinon, ça aurait été très intuitif. Hein. Pourquoi il y a un cosinus qui débarque là d'un coup? Facile, hein, c'est watts par mètre carré par stéradian. Mais que diable vient faire ici ce cosinus? Le cosinus, il prend en compte le fait que plus en fait vous inclinez sur une surface, plus la lumière elle a tendance à s'étaler sur la surface. Imaginez, j'envoie une certaine quantité de lumière à la verticale sur une surface. Là, ça éclaire tout ce qui est en rouge. Là maintenant, je commence à incliner ma lumière. D'accord? Je commence à incliner ma lumière. Si je commence à incliner ma lumière, la quantité en rouge là qui est là, c'est la même. Là, vous voyez là, la longueur qui est là, c'est la même que celle-là. Il reste des petits bouts sur les côtés là. Eux aussi, ils reçoivent de la lumière. Ça veut dire qu'il y a une plus grande longueur qui se partage toute la lumière. Donc, forcément, ça veut dire que la longueur qui est là, en rouge, juste elle, hein, pas la totalité du truc, juste la longueur en rouge qui était ici, elle se prend moins de lumière sur la figure. En l'occurrence, la quantité de lumière qu'elle se prend sur la figure est modulée par le cosinus de l'angle. Donc ça, c'est même pas des maths, c'est la réalité. C'est tout simplement la réalité. Hein, vous pourriez mettre votre doigt avec un laser, on va dire qu'au-delà d'un certain seuil, bah, ça vous troue le doigt, bah, là, ça vous le troue, là, ça vous le troue pas. Vous recevez moins de lumière. Donc là, c'est de la 2D, là, ce que j'ai fait. En 3D, ça donne ça. Hein. C'est facile. Hein. 3D, là, je balançais de la lumière sur un truc qui est ici. Et en fait, θ, bah, c'est l'inclinaison de la lumière. Ou que ce soit hein, partout autour. Dès qu'il y a une inclinaison, si j'ose dire, verticale, ça module la quantité de lumière que je reçois. D'accord? Donc là, j'ai une certaine quantité de lumière qui arrive au point P, d'accord? Avec une direction incidente qui est oméga. Ce sera toujours oméga. Eh bien, c'est modulé par l'angle que fait oméga avec le vertical, c'est-à-dire θ. Quand l'angle est vertical, cosinus θ égale 1, et quand c'est complètement plat, cosinus θ égale 0. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo qui était très très marrante. D'ailleurs, je suis tombé dessus par un hasard, je ne regardais pas du tout ça, et je vais vous donner le lien. C'est vraiment rigolo cette vidéo. Ah voilà, je crois que c'est ça, ouais. Là, je suis tombé de ça. Je suis tombé. Oups, excusez-moi. Je suis tombé là-dessus par hasard hier, mais alors, je ne regardais pas ça du tout. C'est tout simplement incroyable. Je vais vous montrer une vidéo qui peut vous montrer ce phénomène. Attendez, j'attends la pub là et puis je vous montre ça. Encore 3 secondes. 1, 2, 3, hop, ok, ignorer l'essai. Attendez, hop, voilà. Et donc maintenant, je ferme ceci. Je fais un partage. Charger une présentation, non, c'est pas ça. C'est partager un onglet Chrome. Hop. Là, je pense que vous devez voir en fait la vidéo. C'est bon, vous voyez la vidéo? Ok, très bien. Donc en fait, c'est un gars, c'est assez marrant. C'est un gars, en fait, il a peint une pièce hein, qu'il a construite. En fait, il a fait une pièce en bois hein, de genre de 3 mètres de haut par 3 mètres de large par 3 mètres de long. Et en fait, il l'a peinte avec pas au pinceau, hein, avec un espèce d'aérosol. Il l'a peinte avec un noir extrêmement profond.
il l'a peint avec le noir le plus pur qu'il a trouvé. D'accord? Donc, il peint une pièce en noir pour étudier un peu la lumière. Et c'est marrant parce que ce gars-là n'est pas du tout dans le domaine de l'éclairage ni rien. Hein. C'est juste une vidéo comme ça. Je ne comprends pas très bien d'ailleurs. Je ne sais pas s'il s'appelle le Vanta Black, c'est possible. Hein. Lui, il a pris le Musu Black. Je ne sais pas, il faudrait peut-être lui dire que c'est le Vanta Black. Donc, bon, bref, il a pris ça. Il a laissé sécher hein, pour qu'il n'y ait plus de reflets, etc. Et puis, bon, il met une lampe. Alors, c'est assez marrant parce qu'il n'y a pas du tout de. Ouais, alors là, on est obligé d'attendre. On commence vraiment à m'énerver, YouTube. OK. Donc, voilà. Et donc, il y a un moment, il étudie les phénomènes lumineux, regardez, avec un bout de carton. D'accord? Et c'est là que c'est intéressant. Donc, ça, c'est un bout de carton blanc. Et alors, en créant une, pardon, en créant une pièce totalement noire, il n'a aucune lumière qui vient des murs. La seule lumière qui vient, ça vient de lui. Ça vient de la lampe déjà, et peut-être un peu de lui. Et alors, vous allez voir, à un moment, il plie le carton, mais c'est pas ce qu'il faut retenir. Hein. Le moment où il plie le carton, on s'en fout complètement. Il va simplement incliner le carton pour nous montrer que, en fait, l'angle d'incidence en fait régule en fait la quantité de lumière. Hein, vous voyez? Hein, vous voyez avant, il y a un peu de lumière hein, sur le carton. Hein, et vous voyez, l'angle d'incidence vraiment régule bien la quantité de lumière. Après, il plie le carton, mais on s'en fout complètement. Voilà. Et donc là, je peux arrêter ça. Et donc, voilà. Et donc, la quantité de lumière reçue en un point est bel et bien régulée par, quelle que soit la lampe que vous mettez, hein, est bel et bien régulée par inclinaison. En un point. Hein. Donc, sur une surface, même combat. Sur une surface, bah, c'est aussi régulé par l'inclinaison. Alors, la radiance, au niveau d'un point, prend la lumière qui est là, qu'on suppose être un point. Hein, c'est plus simple hein, si on suppose que ça soit un point. On commence par ça. Donc, on regarde la quantité de lumière qui arrive à ce point-là, la radiance incidente, d'accord? C'est la quantité de lumière incidente qui est reçue au point P avec l'angle oméga, multipliée par le cosinus de l'angle, bah, c'est la quantité de lumière qui arrive finalement, qui va… En fait, là, si j'ai un miroir, c'est la totalité de la quantité de lumière qui arrive en ce point-là. D'accord? Si je devais mesurer la lumière qui sort, parce qu'il faudrait bien que je la mesure, bah, la quantité de lumière qui arrive là, c'est régulé par tout ça, l'emplacement où je suis dans l'espace, oméga, et bah, l'angle forcément que fait la lumière avec la verticale. Donc, elle, la lumière, là, elle s'en fout en fait d'oméga. Elle balance son truc, c'est LI. Elle s'en fout, elle. Mais lui, là, le point, là, il reçoit la quantité de lumière qui vient d'oméga, mais il module avec la lumière puisqu'il voit la lumière depuis un certain angle. Si on fait la même chose maintenant avec des points multiples, on peut sommer la lumière incidente. D'accord? La lumière incidente qui arrive à chaque point P, d'accord, dans des directions oméga diverses, d'accord, dans des directions oméga diverses, eh bien, à chaque fois, on va moduler ces sommes de points à chaque fois par le cosinus θ de l'oméga en question, de l'oméga de la lumière. Vous êtes d'accord? Et a fortiori, si on a une lumière sous forme d'air, ce n'est pas une somme discrète, c'est une intégrale. D'accord? Une intégrale avec toutes les directions incidentes. Donc, c'est une intégrale où à la fin, il y a un d oméga. On intègre sur oméga. Là, c'est une suite de lumière. Là, on intègre sur toutes les lumières. Là, on intègre en fait sur l'oméga de toutes les lumières. Donc là, en fait, j'aurai un d oméga, puisque ce qui nous intéresse, c'est les omégas qui sont là.
Donc, quand on calcule l'éclairage dans un point, dans un moteur de jeu, dans un moteur de film, etc., la première chose qu'on fait, c'est qu'on calcule l'éclairage direct, c'est-à-dire qu'on prend directement les sources de lumière. Alors, on abordera brièvement à la fin du cours, introduction à la synthèse d'images réalistes, le fait que la lumière, elle ne vient pas forcément que des sources de lumière directement. Elle peut venir aussi de rebonds à d'autres endroits dans la scène. Mais l'éclairage direct, qui est le nerf de la guerre, hein, c'est le truc le plus important hein, dans une image, ça consiste à regarder directement toutes les lumières qui peuvent éclairer un point, et on fait la somme pour toutes ces lumières sur toute l'hémisphère. Donc, on regarde finalement toutes les directions de toute l'hémisphère. Là, vous voyez, là, il n'y a qu'une direction sur l'hémisphère pour cette lumière. Là, il y en a plein. Là, là. C'est comme vous voulez, en fait. Soit vous faites une somme par lumière, soit vous faites une somme en termes d'intégrale sur l'hémisphère. D'accord? Il est évident que c'est plus élégant de faire une somme avec une intégrale sur l'hémisphère. Alors, vous vous souvenez, je vous ai dit que l'éclairage ne peut en aucun cas, même dans le cas le plus simple, vous allez voir, on va faire le microfacette. Alors, vous vous souvenez, on avait parlé de Fong, etc. Fong, c'est terminé. Fong. Terminé. Fini. C'est fini. C'est les années 80-90. Maintenant, le modèle de base utilisé, qui est beaucoup plus stable et mieux posé, c'est le modèle microfacette. Donc, on oublie complètement Fong parce que celui-là, je ne veux plus en entendre parler. D'accord? Jeu, même mobile, etc., c'est microfacette à chaque fois. Donc, les modèles de base d'éclairage, microfacette, ça fait intervenir, comme tous les modèles d'éclairage, sans exception, hein, sans exception, même Fong à la limite, mais tous les modèles d'éclairage, ça fait toujours intervenir une aire. On va le voir, en fait. En fait, on va voir que les choses peuvent se simplifier et ça peut donner des choses extrêmement faciles à coder, mais on va voir que ça se résume toujours à une aire. D'accord? On éclaire toujours une aire de surface qui correspond typiquement, comme on l'a vu, à ce qu'on voit à l'intérieur d'un pixel. Donc, l'intégrale que j'ai dessinée ici, non seulement on le fait pour le point, mais on le fait pour toute la surface. Là, c'est facile. Quand on commence à prendre goût aux intégrales, en fait, on n'a plus qu'à déclarer une intégrale P appartient à R et on met un dp là. Donc, vous voyez, on y prend goût. Hein. On y prend goût. Bon, c'est vrai, je ne vous le cache pas, ça a l'air mal barré pour les calculs. Mais au moins, on a vu les choses de manière théorique, et en ayant vu les choses de manière théorique, on se donne une chance de traiter le problème intelligemment. Par opposition, où on n'aurait pas vu le côté théorique, on aurait juste regardé le code, et en fait, le monde s'effondre quand on arrive sur le marché du travail. Sauf si on ne veut pas faire d'éclairage. Mais par contre, il ne faut pas changer d'avis et se dire après qu'on veut faire d'éclairage. D'accord? Là, c'est beaucoup plus difficile. Et j'insiste sur ce point. On pourrait me dire, c'est plus difficile, oui, peut-être pour vous, etc. Non, c'est vraiment difficile. Donc, vous voyez, ces concepts-là, si jamais vous avez des questions, il y a des choses que je peux clarifier, n'hésitez pas à me couper. Hein. C'est vraiment important. Vous allez voir que tout ça va prendre du sens et que ça va se réduire à du code qui va être assez simple à la fois, mais il aura vraiment été opportun de bien comprendre ces concepts. Donc voilà, donc là, jusqu'à présent, on a regardé l'irradiance pour une aire de surface. Et évidemment, l'irradiance, elle provient de toutes les directions, quoi. Alors, elle ne provient pas des directions qui sont obstruées, hein, qui sont cachées par d'autres objets, mais on s'en fout. Vous avez compris qu'on s'en fout, on sait tester si un rayon est caché par un objet. On laisse ça aux 3 heures de cours du début du cours synthèse d'image. Vous voyez, là, on passe à la suite, quoi. On se fout de savoir si c'est obstrué ou pas. Donc, alors, là, il y a un truc qui est important. Alors, c'est un truc qui est important parce que ça va avoir un impact visuel au bout du compte. C'est-à-dire, si vous produisez un film ou si vous produisez un jeu, il va y avoir un impact visuel. C'est toujours le même problème, en fait. C'est-à-dire que vous codez quelque chose et en fait, il se peut que les résultats attendus ne soient pas tout à fait à la hauteur de vos attentes.
et qu'il y ait quelqu'un dans la production du film qui vous dise « là, il y a un problème, il faut faire quelque chose ». Et il ne faudrait pas que ça soit à ce moment-là que vous deviez vous taper toute la théorie, vous voyez. C'est à ce moment-là où il faut bien comprendre en fait ce qui se passait et savoir en fait corriger le problème. La lumière, elle arrive. La lumière, elle arrive sur la surface et elle sort. Supposons que le matériau qui soit ici n'absorbe rien. Il réfléchisse tout. On ne sait pas trop comment il réfléchit, mais il réfléchit tout. Il est peut-être très compliqué. Hein. Il faut que la quantité de lumière qui arrive, ça soit aussi la même quantité de lumière qui sort. D'accord? C'est la loi de conservation de l'énergie. Rien ne se gagne, rien ne se perd, tout se transforme, à commencer par la lumière. Inversement, si le matériau absorbe de la lumière, et il y en a plein, hein, on va voir, c'est ce qui fait la couleur. Je vous en ai déjà parlé d'ailleurs. Parce que je vous ai parlé du spectre lumineux, et quand il y a une partie du spectre qui est convertie, qui est absorbée, en fait, le matériau change la lumière, et le fait qu'il change la lumière, ça lui donne sa couleur, ce qui renvoie une lumière différente de celle qui arrive sur lui. En fait, tout ce joli monde-là de lumière incidente, de lumière sortante, et même de lumière absorbée, en fait, elle doit mener à une équation équilibrée. C'est-à-dire que si jamais vous codez tout ça, il va falloir, bon gré mal gré, qu'il n'y ait pas plus de lumière qui sorte qu'il n'arrive et qu'il ne se passe pas des phénomènes paranormaux. Si jamais vous ne codez pas les choses correctement, alors heureusement, ce n'est pas souvent le cas. Hein, Fong, par exemple, c'est l'apocalypse avec Fong. Alors, souvent, dans des exemples simples d'école, il n'y a pas de problème. Mais si jamais vous avez un film d'animation avec plusieurs jouets, etc., sur l'eau, en plein soleil, dans une scène très belle, avec des métaux brillants, du plastique brillant, en d'autres termes, tout ce qu'on aime et tout ce qu'on attend d'avoir en 2021, hein, parce qu'on n'est plus dans les années 80, c'est là où vous commencez à avoir des problèmes. Et c'est là où vous dites, ah, il faut faire attention. Et donc, le côté 2021 est très important. L'informatique graphique en 2021, c'est ça. Donc, ça ne se limite pas à intersection rayon-triangle et BVH. Il faut malheureusement rentrer, de plus en plus de travaux en fait concernent ces problèmes donc liés à la lumière. Donc, une fois qu'on a posé cette intégrale, il faut calculer donc la couleur de ce pixel. On n'en démord pas. Comment on fait pour calculer cette fichue couleur, quoi? Donc ça, avant qu'on aille plus avant, ça c'est l'équation de réflexion locale. Hein, si vous regardez sur le web, ça s'appelle l'équation de réflexion locale. La lumière qui sort, à supposer qu'il n'y ait pas d'absorption, c'est tout ce truc-là. Et en fait, c'est égal. En fait, ça rebondit, mais voilà, c'est mis en forme de cette manière. Je voudrais juste vous donner je vais être très explicite. Je vais être très explicite. Vous allez comprendre tout de suite la beauté en fait de cette équation et son importance qui est considérable. Je vais vous donner un matériau. Imaginez hein, que vous ayez un matériau ici, par exemple dans l'enceinte du rouge là, et c'est moi qui l'ai fabriqué. C'est tout petit ça, hein, mais je me suis débrouillé exprès pour que, avec cette configuration de lumière, ça renvoie toute la lumière dans cette direction-là, dans la direction du E qui est là. Vous voyez le E là? Je me suis arrangé, je l'ai fait exprès. Parce que, je ne sais pas, je veux faire une blague et j'ai demandé à quelqu'un de se mettre debout ici. J'ai fait un espèce de prisme, vous voyez, j'ai fait un espèce de concentrateur de lumière et j'ai fait exprès, en fait, de concentrer la lumière sur ce point-là. Donc, j'ai pris une imprimante 3D, j'ai fait une forme exprès pour, vous voyez, j'ai passé du temps, je l'ai peinte avec une peinture type miroir. Et en fait, avec cette configuration lumière, je suis sûr que toute la lumière, elle va là. Si le truc que j'ai fait n'est pas absorbant, c'est-à-dire qu'il ne chauffe pas,
la totalité de la lumière régulée par les cosinus, etc., ce qui est assez complexe quand même, hein, est renvoyée vers cette direction. Si ça ne marche pas, j'ai un problème. C'est pas réaliste. Ça ne va pas marcher. À l'évidence, si vous faites un jeu ou un film comme ça, à un moment, vous allez voir une image qui ne tient pas debout. Ça va finir par se voir. Si jamais vous avez triché à ce niveau-là, il y a forcément un moment où, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui prend une loupe ou justement un espèce de miroir qui concentre la lumière ou je ne sais quoi, une paire de lunettes, je ne sais pas, pour faire chauffer une feuille de papier. Il y a forcément quelque chose à un moment qui ne va pas tenir la route. Vous voyez? Donc, c'est assez marrant de voir que finalement, tout le modèle en fait de mathématiques qui est là, il va se réduire à une valeur qui va être la somme, en fait, dans une seule direction. Pour l'instant, on ne regarde pas la direction sortante. Là, pour l'instant, on regarde juste la somme. Mais attention parce qu'il faut bien maîtriser en fait le fait que la somme des directions incidentes, la lumière qui arrive, sortira d'une manière ou d'une autre, et on devra retrouver nos petits. Maintenant, on va faire du rendu. Jusqu'à maintenant, on avait posé les problématiques de lumière, on avait regardé la quantité de lumière qui arrive à un point ou sur une surface. On n'a jamais parlé de rendu encore. Pas une seule fois. Jamais on a pu faire du rendu à un seul moment. Le rendu, c'est quoi? Le rendu, c'est on voudrait déterminer la quantité de lumière, LO, output, non pas en totalité, mais pour une seule direction. La direction de notre rayon dans le cadre du lancer de rayon. D'accord? Alors, attention, on est des pros ici. On pose les problèmes théoriquement. D'accord? On pose les problèmes théoriquement, et vu qu'on pose les problèmes théoriquement, on sait que ce n'est pas vraiment une direction. C'est plusieurs directions. Parce que si vraiment je fais les choses dans les règles de l'art, la caméra qui est là, elle voit un espèce de cône là. Et donc, il y a un ensemble de directions. Alors, on considère souvent, alors heureusement, parce que sinon je ne vous dis pas hein, le truc, on considère souvent qu'il n'y a qu'une direction. Pourquoi? Parce que autant la lumière incidente sur un point, c'est très éclaté sur l'hémisphère, parce qu'il y a des lumières partout dans la scène. Autant la caméra, tout vient du même endroit, là. Et ensuite, on est rarement très proche de l'objet. D'accord? On est rarement très proche de l'objet. Donc, on peut s'imaginer qu'en fait, il n'y a qu'une seule direction sortante. D'accord? Hein, la lumière arrive sur un objet et est envoyée vers notre œil. D'accord? C'est pour ça qu'on l'appelle direction sortante. Je vais revenir à tout ça. Je vais revenir dessus. Alors, attention. En fait, vous voyez l'équation qui était là? En fait, ce que je vais chercher à faire, c'est que je voudrais mettre un filtre. Vous voyez la direction sortante là, qui est toute la quantité, pardon, pas la direction, la quantité d'énergie qui arrive, d'accord, c'est la quantité qui sort. Si le matériau n'est pas, c'est pas du verre et si c'est pas absorbant, hein, si tout rebondit, hein, vous aviez compris, hein, si tout rebondit, c'est la quantité qui arrive, c'est la quantité qui sort. On est d'accord? Maintenant, on aimerait bien reprendre ça, mais on aimerait bien mettre un filtre, et j'ai bien dit un filtre, hein, c'est juste un filtre. On aimerait bien mettre un filtre sur une direction. On aimerait bien reformuler ça pour dire, allez, on filtre juste une direction. Et en plus, là, j'ai vraiment dit une direction, puisque je vous ai dit que ça se réduisait vraiment à une direction, un oméga pour la caméra. On va le faire avec une fonction, ça. D'accord? Ça, c'est mon filtre. On va faire une intégrale, d'accord? Alors, sur l'air, c'est facile, il y a toujours l'air. Ça ne change pas. Il y a toujours l'air. On fait l'intégrale sur l'air, mais quand on fait l'intégrale sur les directions, on regarde toutes les directions incidentes, mais on les filtre par la quantité de lumière qui va effectivement être
reçu par rapport à cette lumière incidente. D'accord? Donc là, j'ai mis un vecteur. Là, j'aurais pu mettre un autre oméga. Vous voyez C-P là, c'est un vecteur C-P là. Vous voyez, c'est un vecteur qui part de là, c'est une flèche qui va par là. C'est la direction sortante, ça s'appelle. La direction sortante, ça s'appelle oméga O. Là, c'est les oméga I. Et là, lui seul, d'accord, c'est un oméga O. On fait des intégrales sur des oméga I et on va considérer une direction oméga O. Maintenant, on aimerait bien remettre en forme cette équation et avec le F, là, vous voyez, on essaye de créer un espèce de filtre, d'accord? Donc, on l'appelle oméga O, lui-là. Alors, où est-ce qu'il était placé? À l'extérieur, là, devant l'intégrale, machin, etc. Il est placé là. Typiquement, il est placé là. Il est placé parce qu'il conditionne chaque rayon qui arrive. Chaque rayon qui arrive là, je voudrais juste filtrer. Alors là, écoutez-moi bien. Je voudrais juste filtrer la quantité de chaque microscopique rayon lumineux photonique, si j'ose dire. J'aimerais juste regarder la quantité qui sort dans cette direction là-bas. D'accord? Et ça, je fais ça pour tout le monde. Donc, c'est une longue intégrale avec des milliards de rayons. Hein. C'est continu. C'est-à-dire que ce n'est pas discret une intégrale, c'est continu. Et que, en fait, à chaque fois, vous régulez en fait le oméga là qui arrive, vous le régulez. Il y a un filtre en fait entre 0 et 1, si vous préférez. Et en fait, il y a des fois, vous n'allez rien prendre, et il y a des fois, vous allez prendre des choses. Puisque je vous rappelle que vous avez décidé de juste vous intéresser à cette direction sortante. D'accord? Donc, je vous ai dit, en fait, on parle d'oméga I comme ça, et d'oméga O comme ça, la lumière incidente et la lumière sortante. Alors maintenant, attention. Vous allez regarder sur le web ça plusieurs fois, et je dois vous avertir malheureusement d'une incohérence sur le web, qui est très connue hein, dans notre communauté. Il y a des papiers qui inversent ces deux directions. D'accord? Il y a des papiers qui parlent de oméga O là-bas et oméga I. Et il y a même des auteurs, notamment, je pense à un auteur français qui est mondialement connu, qui s'appelle Eric Heitz, qui travaille chez Unity Technologies à Grenoble, hein, qui est chercheur. Et je crois maintenant qu'il est chef d'équipe, hein, d'ailleurs. Eh bien, lui, il mélange en fait parfois. Ça va jusque-là. Donc, dans sa thèse, il a adopté la notation PBRT. Moi, j'utilise la notation PBRT. PBRT, c'est oméga O là-bas, mais il y en a d'autres qui choisissent autrement. Donc, attention, attention. On ne vous dira pas ça en début d'article ou en début de livre. Attention, réfléchissez bien à ça. Et réfléchissez bien à ça quand vous codez. Hein, genre, on fait un copier-coller d'un bout de code sur le web, puis on inverse les deux. D'accord? Attention. Ça fait sale quand même sur l'image. Donc, dans la notation, ça fera sale. Donc, réfléchissez bien à ça. Donc, on veut déterminer la radiance sortante dans une direction qui correspond à un angle lancé de rayon. Et donc, on a défini un filtre. Et donc, ce filtre dit combien de lumière depuis la direction oméga I, en fait, là c'est oméga I, est visible dans la direction oméga 0. 1, ça serait tout. 0, ça serait aucune. Et entre 0 et 1, ça serait un peu. Pour la plupart des matériaux, c'est le cas. Hein. C'est le cas. Hein, vous voyez, ça reste intuitif hein, quand même. Donc, cette fonction oméga I, oméga O, donc attention à l'ordre aussi hein, des arguments, attention à ça. Non seulement il peut y avoir une confusion entre oméga I et oméga O eux-mêmes, mais attention aux ordres des arguments si jamais vous regardez du code. Attention. Donc ça, on appelle ça la fonction BRDF, donc la fonction de réflectance, distribution de la réflectance, bidirectionnelle parce que ça marche dans les deux sens. Hein. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette fonction? Alors, ça aussi, c'est important. Alors, c'est une petite subtilité. Je vous demande de réfléchir un petit peu, peut-être de votre côté plus tard là-dessus. Quelle est la différence entre un matériau et une BRDF? Vous savez, souvent en informatique, on voit un concept
on voit une notion et on se dit, est-ce que je peux réduire cette notion à cette définition ou est-ce que c'est une mauvaise idée? En fait, la BRDF, elle définit tout. Elle définit tout, la BRDF. Vous verrez qu'il y a absolument tout dedans. Mais vous pouvez tout de suite me donner un contre-exemple. Vous allez me dire, j'ai un morceau de bois. Alors, vous allez me dire, désolé, mais le bois, c'est un matériau. D'accord? C'est un matériau, le bois. Pas deux matériaux, c'est un matériau. Et sur ce bois, il y a des trous noirs, vous savez, des trucs noirs, il y a des trucs beiges. Bon, c'est pas la même BRDF. Ça change vachement quand même, quand vous êtes dans le noir ou pas. Oui, c'est un ensemble de BRDF. D'accord? Vous pouvez mettre une texture sur votre matériau et ça va venir en plus de la BRDF, notamment pour réguler la couleur. D'accord? Mais par contre, la subtilité intrinsèque du matériau, savoir si c'est par exemple du toc ou de l'or, l'apparence sur laquelle votre œil est extrêmement sensible, ça restera la BRDF. Pourquoi? Parce que ça relève de la microgéométrie. Vous ne pouvez pas vous soustraire du problème de la microgéométrie. Le problème est là. Votre œil le voit et il n'y a rien à faire. Votre œil ne voit pas simplement la texture qui varie sur le matériau. Votre œil sait différencier de la peinture blanche, d'un plastique blanc et de l'or qui a été peint en blanc, des fois même, si jamais la peinture n'est pas assez épaisse. Votre œil voit ces choses-là, ces subtilités. Il n'y a rien à faire. Donc, ça dépend vraiment de la BRDF et on peut dire de la manière dont vous pouvez faire spatialement varier la BRDF, par exemple avec une texture. Vous pouvez faire varier la couleur, mais on verra, vous pouvez faire varier d'autres choses. Vous pourriez faire varier la rugosité, vous pourriez faire varier l'absorption, vous pourriez faire varier la réfraction, pourquoi pas, avec un verre dépoli un peu vieux. Pas simplement la couleur. Donc en fait, le matériau, on va dire, c'est une extension triviale de la BRDF, une fois que vous avez bien verrouillé la BRDF. D'accord? C'est pour ça que souvent, on dit que tout est lié à la BRDF. Donc, vous avez cette fonction F qui est dépendante du matériau. Et donc, vous savez très bien que vous allez avoir un F peinture blanche, un F peinture métallisée. Alors là, je ne vous dis pas hein, le F peinture métallisée. Vous allez avoir un F, tout ce que vous voyez dans les films. Toy Story, vous voyez que c'est du plastique. Quand c'est de la pierre, vous voyez que c'est de la pierre. Quand c'est de la jade, il y a des fois, c'est de la pierre, c'est légèrement transparente. Vous le voyez. C'est pas de la pierre. La production du dessin animé, elle dit, je veux de la pierre de jade, là. Je veux pas de la pierre. On est en 2021. Merci beaucoup. On veut de la pierre de jade, sinon moi, je m'en vais. En fait, tout ça, c'est des BRDF. Et donc, voilà, vous avez votre lumière haut, là. En fait, on pouvait dire que le haut, là, qui était là, il était total. D'accord? C'était out, mais total. Là, maintenant, on a un L oméga O, si vous préférez. Là, c'est comme si on avait un L juste oméga O. Et donc, on l'a posé donc, mathématiquement. Donc, prenons quelques exemples intuitifs. On va bientôt s'arrêter, hein, mais puisque là, ce serait inopportun d'aller plus loin. On va prendre quelques exemples intuitifs. Vous avez un miroir parfait. D'accord? Un miroir parfait, c'est quoi? C'est un miroir, vous mettez un laser, mais alors un laser hyper fin, hein, et il renvoie exactement le laser et toute l'énergie du laser, toute la lumière, dans la direction réfléchissante parfaite. D'accord? Symétriquement par rapport à la normale. Et le miroir parfait, bien sûr, il n'absorbe rien et il ne transmet rien. Transmet rien, c'est facile. Absorbe rien, c'est plus dur puisque ça chauffe toujours un peu. Mais bref, c'est quand même extrêmement compliqué. Donc là, vous avez une direction incidente, une direction sortante. Là, le F oméga I oméga O, dans cette situation précise, c'est 1. Parce que, en l'occurrence, vous prenez tout de cette direction et rien du reste. Donc,
la BRDF, elle va valoir 0 partout ailleurs. Alors, vous voyez, intuitivement, ça veut dire que la BRDF, c'est une fonction qui dépend d'oméga O et de… Alors, ça pourrait être une formule de maths à coucher dehors, d'accord, que vous évaluez avec oméga I, oméga O. Mais en pratique, c'est quoi? Vous avez une fonction à programmer, et pour le miroir, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez oméga I. Est-ce que oméga I est le symétrique de oméga O? Ok, je renvoie 1. Sinon, je renvoie 0. Au revoir. Vous voyez, c'est ça. Tous les coups sont bons pour implémenter votre BRDF. Alors, évidemment, le miroir parfait, c'est le plus simple. Alors, un matériau parfaitement diffus. Attention, ça se complique. Un matériau parfaitement diffus, c'est quoi? Un matériau parfaitement diffus, alors quand je dis parfaitement diffus, c'est il y a de la lumière qui arrive sur un matériau, oubliez le oméga O là. Il y a de la lumière qui arrive partout sur un matériau, partout, ça arrive. Même si ça arrive que depuis une direction, un matériau qui est parfaitement diffus, il éclate la lumière partout sur l'hémisphère. Une seule direction, vous prenez un laser, vous prenez une peinture qui est ultra mate. Alors, ça n'existe pas, un matériau qui est vraiment ultra diffus, c'est très difficile à faire. Il faut vraiment se donner beaucoup de mal. Mais il peut très bien, un seul rayon lumineux, éclater partout en quantité égale sur l'hémisphère la quantité qu'il a reçue ici. Vous vous souvenez, hein, la loi de conservation de l'énergie, on ne rigole pas. Hein. Donc, ça veut dire que la BRDF là, c'est une constante, puisque une direction en particulier ne va recevoir qu'une fraction constante de cette quantité de lumière. D'accord? Combien? Peu importe. À l'évidence, vous allez diviser par la quantité de lumière qui arrive. Ça, c'est parfaitement diffus. Alors, je vous ai envoyé un mot à la figure là qui n'est pas très sympa. Hein. Je vous ai dit diffus, d'accord? Alors, heureusement, vous avez compris que diffus, c'est quand vous arrivez quelque part et que ça s'éclate partout. Ça, c'est parfaitement diffus. Il y a deux termes qui sont utilisés dans la lumière, et pour les matériaux, puisque c'est des termes qui sont inventés. Ce ne sont pas des termes physiques. C'est des termes qui sont inventés parce que c'est des termes qu'on voit dans notre vie à nous, les humains. C'est la lumière qui est diffuse et la lumière qui est spéculaire. Qu'est-ce que ça veut dire diffus et spéculaire? Diffus, sans être parfait, ça veut dire que ça a tendance à arriver et à se propager, à s'éclater. Spéculaire, ça a tendance à arriver et ça a tendance à se réfléchir de manière pure. D'accord? Donc, parfaitement spéculaire, ça arrive et pile poil, le rayon laser, il part d'un coup là. Parfaitement diffus, ça arrive et c'est impossible à faire. C'est propagé partout là. Et non seulement ça fait ça, mais ça ferait ça pour toutes les directions oméga I. Vous voyez? C'est le matériau. C'est incroyable, quoi. Donc, on appelle ça diffus et spéculaire, et c'est des termes qui reviennent pour donner des qualificatifs aux matériaux. Par exemple, vous êtes dans un film et on vous dit tiens, tu pourrais pas faire le personnage là avec un plastique plutôt mat, plutôt diffus? Tu pourrais pas faire la tête là avec un truc plutôt brillant, plutôt spéculaire? Pourquoi brillant c'est spéculaire? Parce que spéculaire, ça a tendance à concentrer en fait la lumière autour d'une direction ou autour de ces directions proches. C'est pour ça que vous voyez un reflet lumineux, parce que la lumière est concentrée à un endroit. D'accord? Donc ça, c'est un qualificatif qui n'a rien de physique. Hein. Le physique, il se fout complètement de spéculaire et diffus. En fait, la plupart des travaux réduisent l'univers à quelque chose de parfaitement spéculaire. On va le voir. En fait, on réduit les choses et les phénomènes physiques à quelque chose de parfaitement spéculaire. Il y a des gens qui ont réduit les choses à quelque chose de diffus. Hein. Il y en a. Hein. Mais on réduit plus facilement les choses à quelque chose de spéculaire parce que c'est quand même plus simple. Mais voilà, spéculaire et diffus, c'est deux termes subjectifs qui parlent d'éclatement ou de concentration à un endroit. Alors, éclatement parfait ou pas, ou concentration parfaite ou pas. Voilà un miroir parfaitement spéculaire. Je l'ai poli, il est parfaitement bien fabriqué, on s'est donné un mal de chien. Vous voyez, c'est le miroir de Hubble. Hein, vous vous souvenez, il y a un satellite qui est… Enfin, c'est même pas un satellite, c'est un robot qui est parti très loin, là, il y a 30 ans, je crois, et qui navigue encore dans l'univers. Et ils avaient fabriqué un miroir. Alors, ils avaient fabriqué le miroir avec
une précision aux proportions bibliques. Il se trouve qu'ils se sont rendus compte, quand il était dans l'espace, qu'il n'était pas encore assez parfait. Et donc, ils lui ont mis des lunettes. Vous voyez, c'est pour vous dire. Avec un peu de chance, vous trouvez cette histoire sur Internet. Mais bon, c'est possible de construire des miroirs vraiment très, très purs, hein, pas parfaitement parfaits, parce que la perfection n'est pas de ce monde, mais vous obtenez voilà, une vue parfaite de ce qu'il y a autour de vous. Et vous pouvez aussi très bien essayer de faire un truc parfaitement diffus. Oubliez le halo là, hein, qui est sur les côtés là. Il y a une petite subtilité, on s'en fout complètement. Donc là, en fait, là, j'essaie de voir la même chose là. Hein. Là, je suis au milieu d'une cour là. Alors, je crois que c'est à Venise ou je ne sais plus quoi. Et là, c'est la même chose qui se passe. Hein. Là, j'ai mis la boule au milieu de la cour. Hop, je vois ça. Eh oui. Si. Si. C'est parfaitement diffus, ça. Ça marche. La boule, elle voit ça. Elle voit ça. Et on peut faire toutes les subtilités comme ça. Si elle est plus ou moins diffuse ou spéculaire. Si je l'ai plus ou moins poli. Il y a très longtemps, et vous avez vu ça notamment peut-être dans OpenGL avec des fonctions spécialisées, hein, GL Light, GL Specular et GL Diffuse, vous aviez des API dédiées, DirectX et OpenGL, où en fait, alors c'est vraiment il y a longtemps, hein, mais c'est toujours disponible puisqu'il faut qu'il y ait une compatibilité. Vous pouviez définir des lumières avec des API spécialisées, vous n'aviez pas de shader ni rien, et en fait, le moteur vous permettait de faire des matériaux avec une combinaison diffuse et spéculaire. En fait, il y avait trois choses. Il y avait ambiant, diffus et spéculaire. Ambiant, c'est en fait ne pas voir là le truc qui est caché là, c'est déjà horrible. Il fallait qu'il y ait une couleur tout le temps, vous voyez. Donc on mettait une lumière ambiante pour allumer déjà tous les pixels un tout petit peu, sinon on n'était pas sorti de l'auberge. Ça correspond à la lumière du jour où finalement il y a toujours un peu d'ambiant dans l'air, quoi. Diffus, c'est le côté diffus. Hein, vous réguliez en fait l'apparence des matériaux avec une portion diffuse, plus au ce sens ajout genre A plus B égale C, plus un côté spéculaire. C'est fini ça. D'accord? Ça, c'est terminé. Maintenant, vous faites la géométrie. Vous avez un lancer de rayon, ou alors vous utilisez la rasterisation, vous calculez les intersections à la main, et une fois que vous devez faire l'éclairage, ben vous codez l'éclairage. Il n'y a pas d'API ou de moule prédéfini. Si vous avez envie, vous ne parlez même pas de spéculaire et de diffus. D'ailleurs, pour les microfacettes, on n'en parlera jamais. On parlera de BRDF. On parlera de shader, si j'ose dire, puisqu'on parle d'intersection rayon. On parle d'intersection rayon, etc. Mais c'est tout ce dont on parlera. Alors, là, on va arrêter là aujourd'hui. Après, on va développer, en fait, les choses. On va voir les problèmes qui se posent avec les différents matériaux. Et on va voir qu'en fait, les choses sont compliquées dans la vraie vie, encore plus compliquées qu'on pensait, et que, en fait, on est obligé de modéliser des phénomènes complexes pour avoir des apparences plausibles. Donc, est-ce que vous avez des questions à ce stade? Est-ce que vous avez des questions? Donc, je dois voir, il y en a deux que je dois voir là pour le rendez-vous projet. Donc, je vous propose de rester. C'est Doha et Hamza. Je vous propose de rester là une fois que tout le monde sera parti. Donc, est-ce que vous avez des questions? Oui, c'est déjà fait. Ah oui, pardon, il faut que je les remette, ouais, d'accord. Alors, oui, je vais les remettre. Hein, je vais remettre les cours. Il faut que je les réactive. En fait, je les avais mis quand je vous avais envoyé un message. Ils étaient là. C'était en décembre. Et en fait, après, Benoît Crespin les a enlevés. Et il a eu raison de le faire parce que c'est un réflexe qu'on a au début de l'année. Mais là, je vais les remettre progressivement. Je vais les remettre progressivement. Alors, la lumière qui sort, c'est toujours la lumière qui arrive à notre œil. Oui. Dans ce cas-là, oui, puisque là, on s'intéresse à
la couleur qu'on doit donner à notre pixel. Donc, en fait, on regarde le rayon, le oméga O, qui correspond à notre rayon. D'accord? C'est la seule chose qui nous intéresse. Mais dans les moteurs de rendu, film et même jeu maintenant, on fait de l'éclairage indirect, en ce sens qu'il va y avoir des rebonds sur la matière. Et en fait, on va vouloir calculer la lumière qui arrive entre les rebonds. D'accord? Non, non, non. Alors là, je réponds à ta question. C'est pas du tout le ray tracing, c'est l'éclairage d'un univers. Oublie le ray tracing, c'est l'éclairage. On n'est pas dans la communauté du ray tracing. C'est fini le ray tracing. On va discuter de ça cet après-midi, je crois, où on va refaire les maquettes M1. Alors, je ne sais plus quand est-ce qu'on va le faire, pour faire 2 ou 3 ajustements. Le ray tracing, on a fait quoi? On a fait intersection rayon objet. Vous avez vu comment accélérer les choses en présence d'un grand nombre de primitives. Ça s'arrête là. Là, c'est fini. Le lancer de rayon, c'est terminé. Là, la communauté dans laquelle vous êtes, c'est l'éclairage. Et dans la communauté de l'éclairage, malheureusement, ça c'est un peu dommage, mais vous avez les deux mondes. Alors, je vous donne un lien. Attendez, je vous donne un lien. Non, je ne vais pas vous donner le lien parce que ça va vous inquiéter pour rien. J'allais vous donner le lien d'une thèse d'Eric Heitz, mais c'est une thèse de très haut niveau. Elle va vous décourager parce qu'elle est notoirement, je veux dire, c'est vraiment le plus haut niveau mondial. C'est une thèse qui fait référence. Lui, il utilise oméga O, oméga I, comme je vous ai dit, comme PBRT, mais dans ses papiers, il utilise oméga I, oméga O. Alors, dans la communauté de clairage, vous verrez ça souvent. Il y a notamment un papier sur les microfacettes, le papier de Walter, qui est très connu, et qui inverse. Et ça, je vous confirme, avec une certitude absolue, que vous trouverez des mélanges. Je ne me risquerai pas à dire quelle est la vraie notation, mais voilà, ça vous oblige à bien comprendre les choses. De toute façon, vous êtes habitué aux mélanges. Alors, des mélanges un peu moins bancals, c'est vrai, mais vous êtes habitué aux mélanges, puisque je vous signale, entre parenthèses, que quand vous faites du DirectX, les vecteurs dans DirectX sont notés comme ça. Alors que je vous signale qu'en Europe, les vecteurs sont notés comme ça. D'accord? Et pourtant, je peux vous dire, vous regardez les docs de DirectX, vous allez avoir l'autre notation. Je vais vous trouver un truc. Je regarde. Ils ont refait les docs, donc c'est pas facile. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Bon, il y a une manière anglo-saxonne, en fait, de poser les matrices et les vecteurs.
Notamment, vous avez les vecteurs plats par rapport aux vecteurs debout, comme ça. Nous, quand on fait une multiplication vecteur-matrice, on fait matrice-vecteur. Alors qu'il y a certaines personnes qui pourraient vous dire c'est pas très intuitif, c'est pas très intuitif, matrice-vecteur. Vous pourriez très bien vous dire que vous appliquez une matrice à un vecteur. Donc, en fait, finalement, vous pourriez vous dire vous multipliez le vecteur par la matrice. D'accord? Nous, c'est pas ce qu'on fait. Nous, s'il y a une fonction mul, elle est dans la matrice, finalement. Elle n'est pas dans le vecteur. Enfin, je schématise. Mais en tout cas, au niveau des maths, c'est fait dans ce sens-là. Donc, vous aurez parfois des petites divergences comme ça. Et vraiment, le oméga O, oméga I, c'est le cas d'école. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'arrive pas à voir. Pas à voir les. J'ai trouvé, hein. Ça. Voilà, ça y est. Bon, j'ai pris un cycle au hasard, hein. Ça, vous le trouvez parfois, hein. Et attention, parce que la matrice là qu'on a là, attention, la translation n'est pas au même endroit que vous la voyez d'habitude, hein, la translation. Il y a une différence entre une translation en bas et une translation sur la colonne de droite. D'accord? Donc attention, hein, si vous voyez ça. Mais c'est moins le cas. Le système international, c'est la façon dont on fait en cours. Alors oui, juste la différence entre irradiance et radiance pour être sûr. Irradiance, c'est radiance incidente. Radiance en général, c'est radiance incidente et sortante. Irradiance, c'est la radiance incidente. C'est ce qui arrive sur une surface. La radiance, vous n'aurez pas toujours le mot radiance sortante parce que ça tombe sous le sens quand vous lisez des textes, parfois. C'est-à-dire que des fois, ça se voit que vous voulez mesurer la radiance sortante. Genre, vous voyez une phrase du genre on cherche à déterminer la couleur du rayon, etc. Et donc, on va mesurer la radiance. Bah oui, vous allez mesurer la radiance sortante. Et puis, alors là, pas de blague, hein. La radiance sortante, peu importe de savoir si c'est oméga O ou oméga I, hein. Là, la radiance sortante, c'est la radiance sortante, hein. La lumière, elle sort. Mais c'est vrai que la lumière, vous voyez, c'est bidirectionnel. Donc, ça ajoute un peu à l'ambiguïté. Quand une BRDF est bien faite, on verra ça plus tard, mais quand une BRDF est bien faite, pour qu'elle soit conforme à notre univers, hein, dans lequel on vit, on sait qu'elle doit être réciproque. C'est-à-dire que le phénomène de lumière de oméga 1 vers oméga 2 est le même que le phénomène lumineux de oméga 2 vers oméga 1. On parlera de ça plus tard, vous allez voir. Sinon, il y a des phénomènes étranges qui se produisent si vous ne faites pas ça. Hein, c'est toujours pareil en fait. Hein. Vous avez un rendu, il y a deux personnages qui sont en train de parler à l'écran, c'est extrêmement beau, vous allez travailler des mois là-dessus, et malheureusement, il y a un effet de lumière qui ne marche pas. Et c'est là où en fait, vous aviez fait une impasse sur certaines choses, et c'est là que la facture arrive. Alors heureusement, bien souvent, ce n'est pas vital, mais on est en 2021, et maintenant, la barre, elle est là-haut. Voilà. En recherche, elle est là-haut, elle est beaucoup plus haut que là-haut, si j'ose dire.
C'est pas facile hein, en recherche. Et pour travailler dans l'éclairage en entreprise, alors ça dépend le travail que vous visez. C'est-à-dire que, étant donné la complexité, étant donné que si vous maîtrisez ça, vous maîtrisez l'univers des matériaux, vous voyez, c'est pas rien hein, quand même. Et donc, forcément, ça paye bien, vu que c'est assez compliqué, ça paye parce que ça épure beaucoup dans les compétences que vous pouvez trouver sur le marché du travail. Enfin voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine.